parce que notre nation du nord au sud, d'est en ouest, demeure une seule famille. Que rien, absolument rien ne peut et ne doit ébranler notre devise. Un peuple, un but, une foi. Engageons-nous tous pour la paix au Mali. Le président de la République s'adresse à la nation à l'occasion de la célébration du 20 janvier, fête de l'armée nationale. Ibrahim Boubacar Keïta place cette fête sous le signe de la force et de la cohésion retrouvée. Nous irons à Alger où le chef de l'État était en visite de travail de 48 heures. Ibrahim Boubacar Keïta a rencontré le président algérien Bouteflika qui s'est engagé à jouer tout son rôle pour le retour définitif de la paix au Mali. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Demain, 20 janvier, c'est la fête de l'armée nationale. À cette occasion, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, s'adresse à la nation. Écoutons son message. Officiers généraux, officiers, sous-officiers, soldats, armée du Mali, peuple du Mali. Le 20 janvier 1961, devant le corps diplomatique convoqué à l'occasion, le président Modibo Keïta annonçait la création de l'armée malienne dont l'acte de naissance avait été signé le 1er octobre 1960, 8 jours après la proclamation de l'indépendance du Mali. 53 ans après, jour pour jour, je rends ici un hommage déférent à ce grand homme, premier président de notre nation. C'est aussi et surtout le lieu, après les péripéties affligeantes de l'histoire immédiate, de réaffirmer notre indéfectible attachement à son héritage, dans l'armée. Notre outil de défense nationale, forgé dans le volontarisme visionnaire du Grand Mali d'antan, constitue une composante essentielle. Aujourd'hui, l'esprit de ce Mali doit nous revisiter. Ce Mali, dont la fierté et le culte du résultat sont essentiels au projet de présence sur lequel nous sommes tous d'accord et qui m'a valu votre confiance. Présence de dignité, présence d'honneur dans le Conseil des Nations. Frères et sœurs, nous avons vécu les nouveaux événements de notre septentrion, nos villes tombant les unes après les autres, et armées déliquescentes, moyens vétustes et insuffisants, formation lacunaire, interférences néfastes dans la chaîne de commandement, corruption,
patriotisme vacillant, douteux, repli tactique sur repli tactique, revers humiliants, pays occupés aux 2/3, tribunaux des envahisseurs, prétendus tribunaux pour amputer, pour lapider, pour flageller, pour humilier. Exil massif de nos compatriotes qui n'acceptaient pas les traitements inhumains. Un bilan désastreux. L'honneur du Mali, aux enchères, pendant de longs mois interminables. La nation a frôlé le pire. Et le passif est tragique, qui requiert une sincère introspection, un audit profond de ce naufrage national, avec un seul objectif, que la vérité soit sue sur les causes de notre déshonneur, de notre descente aux enfers, à Menaka, à Guelrock, Tessalit, Kidal, Ansongo, Borem, Tombouctou, Niafunke, Gundam, Diré, Youarou, Tenenkou, Djabali, Douanza et Kona. Pas de programme de vengeance ni personnel ni collectif. Aucune volonté de prédéfinir une cible. Aucune ruse. Aucun exutoire. Seule l'indispensable obligation de rendre compte à la nation. Et nul n'y coupera. Le pays saura pourquoi son outil de défense et ses services de sécurité se sont effondrés comme château de cartes au moment où il en avait le plus besoin. Pour le reste, nous avons accepté l'héritage, tout l'héritage, le 4 septembre, en prêtant serment, et nous ne nous y déroberons pas. Aucun regret de sacerdoce, mais la pleine conscience de la servitude, d'une servitude qui doit nous honorer et qui nous honore. Parce que pour nous, il n'y a pas de pays plus beau que le Mali. Parce que pour nous, il n'y a pas de peuple plus méritant que ces millions de bras rassemblés pour boucher les trous de la jarre percée tout au long de ces mois de honte et de désarroi. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, à Dieu Tout-Puissant. Nous saluons la résilience du peuple malien. Nous saluons de nouveau le travail de l'équipe de la transition qui a su préserver l'essentiel. Et nous remercions sincèrement toute la communauté internationale, singulièrement la CEDEAO, pour la solidarité sans précédent dont elle continue d'assurer notre pays, de prodiguer à notre pays. Chers compatriotes, au moment où je vous parle, notre outil de défense nationale est en cours de réhabilitation. Un grand effort est investi dans la formation, le recrutement, l'équipement et le réarmement moral et psychologique de notre armée, désormais réconciliée avec sa nation et sa mission, et redédiée à sa mission. Cet effort auquel de nombreux Maliens participent à travers des donations doit être encore plus national. Il doit continuer. Il nous concerne tous. Il vous concerne également et me concerne. C'est ma responsabilité première d'y veiller. Et tout ce qui a été engrangé au profit de la solidarité nationale vis-à-vis de notre armée nationale sera connu dans la transparence la plus absolue. Je crois qu'aujourd'hui, l'on peut dire que l'effort national tout entier est tendu vers la réhabilitation des forces armées de défense et de sécurité. Officiers, sous-officiers, hommes de rang. La réforme structurelle est en œuvre. Notre armée est en œuvre. Je veillerai personnellement à sa conduite pour qu'elle atteigne son point d'achèvement, à savoir cette belle ambition de restructurer les forces armées et les services de sécurité
en vue d'en faire des forces républicaines respectueuses de l'État de droit, dédiées à la sécurité et à la protection du citoyen malien et de ses biens, d'en faire le rempart de la démocratie au lieu d'être son ventre mou. Il s'agira alors d'engager, sur des bases consensuelles, une profonde réforme structurelle pour assainir et organiser l'environnement de notre sécurité. De celle-ci, nous devons maîtriser les paramètres majeurs. Et notre défi immédiat de génération est de ramener l'outil à une taille qui réponde à nos besoins pressants, de reconquête totale et de contrôle souverain du territoire national dans son intégralité. De tout le territoire national, de chaque centimètre carré du territoire malien. Ni enclave, ni zone grise, mais le Mali dans ses frontières internationalement reconnues et respectées. D'où la réorganisation envisagée visant à très court terme à doter nos armées et services des capacités indispensables en complémentarité avec les dispositifs de la MINUSMA et de Serval, entre autres. D'où également les efforts sur fonds propres de l'État pour permettre à nos troupes, en conjonction ou seules, de relever les défis sécuritaires du post-conflit. Pour ce faire, il nous faudra corriger les dysfonctionnements majeurs qui ont longtemps gangréné notre outil de défense et de sécurité. Oui, ce travail est en cours. Il sera accéléré et mené à son terme, de même qu'une action de relecture visant à l'amendement du corpus doctrinal, à la réorganisation opérationnelle et territoriale des forces, sous-tendue par une formation de qualité, à l'instruction, la préparation opérationnelle des forces. Il nous faut, en effet, et sans délai, des soldats, des policiers, des gardes et des gendarmes capables, bien équipés et prêts à répondre à l'appel du pays. Cela, dans un contexte où les ressources humaines et matérielles seront gérées de manière optimale, conformément aux normes de la gouvernance vertueuse, sans laquelle il n'y a pas d'issue pour un Mali qui rêve de retrouver sa grandeur aujourd'hui contrariée. À cet effet, sera adoptée une loi de programmation militaire 2014-2018, dont le début de mise en œuvre permettra de consacrer la montée en puissance de notre outil de défense sur les 5 prochaines années. Notre vision sera celle de la sécurité humaine avec les citoyens, nos citoyens au départ, au centre et à l'arrivée. Se retrouveront alors dans ce cadre tous les acteurs engagés dans la provision des services liés à la sécurité, société civile, médias, leaders d'opinion, communicateurs, chefs traditionnels et religieux, femmes et jeunes, représentants de communautés. Car je suis conscient qu'après l'expérience que nous venons de vivre, nous ne pouvons pas faire l'économie d'un large débat sur les problématiques de défense et de sécurité des citoyens, des communautés, des terroirs, des régions et de la République. Et le dialogue armée-nation sera une composante de notre doctrine et de notre stratégie de défense et de sécurité. Mes chers compatriotes, il n'est donc pas d'autre quête que celle d'une véritable architecture nationale de sécurité dont les racines puiseront dans les éléments positifs de notre héritage, de nos traditions et coutumes, y compris en matière de résolution des conflits. C'est dire que l'outil de défense nationale ne peut en aucun cas être l'alternative à la solution politique. Partout où nous pouvons économiser le coup de feu, nous le ferons. Pour que les maigres ressources de notre pays soient de préférence utilisées dans la construction des salles de classe, des hôpitaux et des routes, plutôt que dans des guerres fratricides. Notre disposition au dialogue
ne sera pas prise à défaut. Elle demeure. Au demeurant, dialoguer avec ses compatriotes n'est pas une faiblesse pour un pouvoir, mais une force. À condition que le dialogue vise l'intérêt du Mali et des Maliens. C'est dans cette optique qu'à l'initiative des autorités maliennes, le Mali et la France discutent présentement d'un éventuel accord de coopération militaire. Oui, nous savons que c'est le Thessalite que s'est repliée l'armée française à la demande du président Modibo Keïta. Oui, nous savons aussi que pour reconquérir son intégrité territoriale, assez lourdement hypothéquée, le Mali a dû demander l'intervention militaire française en janvier 2012. Il n'y avait pas d'autre choix. Chacun, en toute honnêteté, doit en convenir. Que les marchands d'illusions et de mauvaise presse et de nostalgie hors de saison s'adonnent à leur sport favori, mais qu'ils n'enchantent aucun d'entre vous, qu'ils ne trompent personne dans ce pays, qui sait la vérité, qui sait notre dédicace patriotique constante, et qui sait qu'à ce niveau-là, et dans ce domaine, nous n'avons pas de leçons à recevoir. Et c'est bien pourquoi vous nous avez investi de votre confiance pour faire en vos noms, lieux et places ce qu'il convient pour le Mali, pour son honneur et pour sa dignité. Et tel sera toujours le cas, Inch'Allah. Parce que la géopolitique de 2014 est loin d'être celle des années d'indépendance, hélas. Par nos fautes, nos errements, nos manquements, notre outil de défense s'est affaibli, et singulièrement affaibli, pour un pays vaste comme le Mali, un pays comme le Mali qui est confronté à des défis multiformes, des menaces nouvelles, également multiformes. Il est besoin aujourd'hui de solidarité, de temps de formation, de temps de mise à niveau, de temps d'aguerrissement des forces. Cela est indéniable. Et parce qu'aucun de nos pays, plus sévèrement, ne peut venir aujourd'hui à bout des défis auxquels le Sahel est confronté. Et parce que l'avenir peut être encadré par un accord qui lie les parties prenantes, rendant ainsi prévisibles les actions attendues. Dans cette même optique, nous envisageons de discuter, dans un proche avenir, d'accords de coopération militaire avec d'autres pays, sans exclusion inopportune, pourvu qu'ils soient soucieux et aptes à apporter une contribution efficace à nos efforts de stabilisation et de sécurisation du septentrion malien et au-delà de l'espace sahélo-saharien. Les accords de coopération militaire en discussion ou à venir ne tiendront compte que de l'intérêt du Mali, de tous les intérêts du Mali et des Maliens, tout en renforçant nos capacités et celles de nos partenaires à faire face à l'insécurité structurelle de l'espace sahélo-saharien. C'est tout le but du partenariat que nous voulons. Je ne suis pas venu pour vous tromper, je ne suis pas venu pour manquer à l'espérance qui a présidé à votre choix. Je suis venu pour vous servir avec loyauté, avec fermeté, avec détermination, avec constance. Je resterai toujours loyal et je saurai compter sur votre sens national pour m'accompagner, pour me tenir debout dans le vent, dans la tempête, au nom de notre nation, pour la défense de sa dignité et de son honneur. Et dans cette importante et difficile et complexe mission, je sais compter sur chacune et chacun d'entre vous, et surtout, avant tout, sur toi, armée du Mali. Vive l'armée malienne, vive le Mali. Très bonne et très heureuse année. Fidèle à ton destin, nous
À l'instant, le discours du 20 janvier du président de la République. Vous le savez, le chef de l'État était à Alger. Ibrahim Boubacar Keïta y a rencontré son homologue algérien. Entre les deux personnalités, les échanges ont porté sur l'évolution de la situation sécuritaire au Mali et le processus de réconciliation en cours. Le président Bouteflika s'est engagé à jouer toute sa partition pour un retour définitif de la paix au Mali. Envoyé spécial Bourama Traoré, Adama Kamara. C'est dans une atmosphère de fraternité et d'amitié que s'est déroulée cette rencontre entre le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta et son homologue algérien Abdelaziz Bouteflika. Le chef de l'État est venu remercier le numéro 1 algérien pour sa contribution significative dans la recherche de solutions à la crise multidimensionnelle du Mali. Par la même occasion, solliciter davantage l'appui de l'Algérie, surtout dans le cadre de la réconciliation nationale, de la sécurité et de la reconstruction du pays. Auparavant, le président de la République s'était entretenu avec le premier ministre algérien Abdelmalek Sellal. Entre les deux personnalités, les échanges ont porté sur les derniers développements de la situation sécuritaire au nord du Mali. Cette visite de 48 heures du président Ibrahim Boubacar Keïta marque un nouveau départ dans la coopération bilatérale entre le Mali et l'Algérie. Preuve, les deux pays s'engagent à relancer leur commission mixte, dont une première réunion se tiendra en mars 2014 en Algérie. Mais avant, un comité bilatéral frontalier réunira les deux pays en février prochain à Bamako. Restons à Alger. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a reçu hier en audience le président du Conseil de la Nation de l'Algérie, Abdelkader Ben Salah, est venu saluer le chef de l'État pour cette visite d'amitié et de travail en Algérie. Nous l'écoutons à sa sortie d'audience au micro de nos envoyés spéciaux, Bourama Traoré et Adama Kamara. Nous sommes très honorés que le président soit en Algérie parmi nous. Les relations entre l'Algérie et le Mali sont très importantes. Notre volonté, c'est de développer cette coopération et je pense que les différentes rencontres qu'aura lieu M. le Président avec les différents responsables vont être très bénéfiques pour développer la coopération entre les deux pays. Et ce matin, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, en compagnie du Premier ministre algérien, a procédé à un dépôt de gerbes de fleurs au sanctuaire du Martyr. Par ce geste, le chef de l'État entend rendre hommage aux soldats algériens pendant la guerre d'indépendance. On va expliquer ce Bourama Traoré, Adama Kamara. Au deuxième jour de sa visite en Algérie, le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta s'est rendu au sanctuaire du Martyr. Comme son nom l'indique, le monument est bâti en mémoire des soldats algériens tués pendant la guerre de libération, au pied duquel le chef de l'État a déposé une gerbe de fleurs. Un geste à forte valeur symbolique, à travers lequel le chef de l'État a voulu exprimer la reconnaissance du peuple malien aux autorités algériennes. Visiblement heureux d'avoir accompli ce devoir de mémoire, le président de la République n'a pas souhaité s'exprimer. Toutefois, il faut dire que 9 mois auront été nécessaires à l'édification de cette œuvre architecturale. Situé sous la hauteur d'Alger, le sanctuaire du Martyr impressionne par sa taille gigantesque, 92 mètres. L'ouvrage a été inauguré en février 1986.
Le chef de l'État et sa délégation sont rentrés à Bamako aujourd'hui. Nous ouvrons notre page 20 janvier. Depuis la libération des régions du Nord, l'armée malienne est présente sur les positions qu'elle avait jadis abandonnées. Aujourd'hui, avec les autres corps des forces, gendarmerie, garde et police nationale, des patrouilles sont fréquemment organisées pour lutter contre le banditisme résiduel en 8e région. De même, des actions civilo-militaires sont constamment menées pour approcher la population de son armée. Tchemoko Sagara, Sédiki Balo. Depuis la signature de l'accord préliminaire le 18 juin 2013, l'armée malienne a décidé d'être présente sur toutes les positions qu'elle avait abandonnées en 2012. Cette présence s'effectue de façon progressive tout en respectant les clauses de l'accord, une volonté politique saluée par tous les amis du Mali. À Kidal, le nombre des éléments des forces armées maliennes a quelque peu augmenté avec l'arrivée de la police et de la gendarmerie nationale. L'armée a beaucoup contribué à l'instauration, au retour progressif de la paix à Kidal, du calme à Kidal, de la tranquillité des personnes et de leurs biens à Kidal. Notamment la gendarmerie, une force civilo-militaire, a sérieusement contribué à mettre le paquet dans le retour de ce calme-là à Kidal, avec les patrouilles mixtes. La police est là pour la sécurisation des personnes et de leurs biens. Naturellement, comme dans toutes les autres villes du pays. Pour le moment, nous avons commencé la patrouille, nous sommes en train de la faire depuis quelques temps. Il y a quelques désignations également que nous sommes en train de faire. La sécurité, dans l'intégrité du territoire, approcher les populations pour se rendre compte si ces populations sont en sécurité ou bien qu'est-ce qu'on peut faire à leur endroit pour assurer leur sécurité. Donc dans ce cadre, l'armée malienne est bien là à Kidal. Les évolutions continuent sur le terrain en direction bien sûr de nos populations où ils se trouvent au niveau des campagnes, au niveau des campements, ainsi de suite. Ils assurent bien leur travail jusqu'à preuve du contraire. Une fois arrivés au niveau de ces populations, de se rassurer primo de leur sécurité. Si la sécurité est là maintenant, quels peuvent être leurs soucis majeurs, à savoir soucis de santé, soucis d'entretien et même souvent alimentation. Sinon, dans ce cadre, l'assistance civilo-militaire, une assistance civilo-militaire est engagée dans ce sens. Ainsi, toutes les femmes travaillent en parfaite symbiose. Une rencontre hebdomadaire se tient entre tous les corps pour parler de la sécurité, des difficultés et définir le rôle de tout un chacun selon son corps. On est tous ensemble. On patrouille ensemble et puis on rentre ensemble dans la solidarité et puis on est là à serrer toujours la ceinture. Inch'Allah, et puis on aura la solution. Souvent on voit des renégats, des trucs qui se mettent à faire des rafales au ciel, ainsi de suite. Bon, c'est vrai, ces agressions ne sont pas tout à fait dirigées, c'est pas directement dirigé sur les militaires, mais ça peut manifester un mécontentement ou quelque chose comme ça. Présenter une certaine allergie, ou bien, mais force est de reconnaître que ça va. Les choses commencent à bien tourner. Ces difficultés-là sont essentiellement d'ordre matériel. Je pense que très prochainement, les plus hautes autorités vont trouver une solution à ça. Parce que depuis que nous sommes là, ça va. En tout cas, on pense qu'ils vont trouver une solution à ça. Les nombreux cas de banditisme aujourd'hui qui engage sérieusement la gendarmerie. La gendarmerie doit redoubler d'efforts. Parce que toutes les nuits, pratiquement à Kidal, il y a des casses de boutiques. Donc la gendarmerie est mise à rude épreuve parce qu'il faut qu'elle mène le maximum de patrouilles de nuit pour arriver à éradiquer carrément ces fléaux. On était sérieusement en crise d'effectifs. Donc ils sont sur le terrain constamment confrontés à des dangers venant de ces gens-là. Et ils sont mélangés à la population de Kidal. Ces djihadistes, ils sont nombreux à Kidal. Bon, ils sont exposés aux francs-tireurs. Parce que tout le monde sait qu'à Kidal, tout le monde est armé. Si la police a son siège en ville, les autres corps des FAMA sont au camp général Ablé Soumaré de Kidal. Par rapport au cantonnement de l'armée, moi, ça voulait se porter en faux contre cette idée, cette pensée.
L'armée malienne est bel et bien là. L'armée malienne procède à des patrouilles. L'armée malienne procède à des sorties sur le terrain, toujours pour aller dans la direction de ces populations. En tout cas, le moral de l'ensemble des troupes est au beau fixe. Ça, le moral est bon. Nous sommes contents d'être là à Kidal. Et le moral de la troupe est très bon. Le moral est parfait. On avait cru à un certain moment, depuis le début de l'avancée, que aller à Kidal est intenable, Kidal est insupportable, Kidal est comme ci, comme cela. J'étais très souvent auprès de mes hommes pour les faire comprendre que cette mission-là, nous devons l'assumer. Souvent, quand on approche ces populations qui sont souvent mal à l'aise, ils nous racontent, ils nous insultent, ils font ceci, ils font cela, ça passe. Ça, c'est parce qu'ils n'ont pas compris. Il faut chaque fois procéder à des sensibilisations pour qu'ils comprennent que nous sommes là, pas contre eux, mais pour lutter contre un mal qui s'est glissé un moment de l'histoire dans le pays. Cette situation psychologique des femmes sur le terrain prouve à suffisance la détermination des hommes à accomplir toutes leurs missions et porter très haut le drapeau du Mali sur toute l'étendue du territoire. Nos forces armées se sont engagées pour la défense de l'intégrité territoriale des personnes et des biens. Cet engagement patriotique a coûté la vie à plusieurs combattants sur les fronts de la reconquête. Après la récente victoire des FAMA sur les terroristes et leurs complices, les militaires maliens se souviennent de leurs frères d'armes tombés sur le champ de l'honneur et leur rendent hommage. Daouda Zoumana Traoré nous en parle. De 1963 à nos jours, plusieurs de nos braves soldats sont tombés sur le champ d'honneur. Une cause noble puisque liée à la défense des personnes et de leurs biens sur l'étendue du territoire national. S'y ajoute la reconquête des zones occupées par les groupes armés qui ont envahi le Mali en plusieurs endroits. Cette autre mission a permis de créer un poste de commandement pour le théâtre des opérations. Le but est de combattre sans merci les djihadistes dans les 3 régions du Nord, à savoir Tombouctou, Gao et Kidal, élargi à Mopti, Ségou pour le besoin de la cause. Mais la correction infligée à ces djihadistes par notre vaillante armée et ses alliés a occasionné des victimes. Compte tenu des tournures de l'histoire, la rébellion déclenchée le 17 janvier 2012 à Ménaka a causé beaucoup de pertes parmi nos braves soldats. Beaucoup de nos frères d'armes sont tombés sur le théâtre de l'opération pour que nous soyons là aujourd'hui. Je ne parlerai pas des massacres d'Adelhoc, des tueries à Ménaka, des tueries à Kona, à Djabali. L'armée malienne a perdu beaucoup de ses combattants, que nous regrettons, et pour lesquels nous ne cesserons jamais de prier pour le dépôt de leur armes. Chaque zone du Mali a vécu différemment ces événements très sombres de notre histoire. Mais le point commun est que les ennemis ont été humiliés partout où ils ont séjourné. Précisément le 17 janvier 2012, les attaques ont commencé par le 14e régiment mixte et les autres unités, l'armée malienne notamment, la 2e unité Méaris et la brigade de gendarmerie, ici à Ménaka d'abord. Au moment où ces attaques se perpétraient, alors les conditions n'étaient pas tout à fait à la hauteur pour quand même faire face à un ennemi qui était venu avec un arsenal vraiment très important. Les villes martyrs sont surtout Ménaka, Aguelok, Anefif, Tessalit, Abeibara, Kidal, Kona, Djabali, Ber, Tombouctou, Gao, pour ne citer que celle-là. Le seul cas d'Aguelok a été considéré par le Malien lambda et l'opinion internationale comme un massacre orchestré par les djihadistes. À la descente de la mosquée, la ville était déjà encerclée. Le feu a commencé le 18 janvier 2012. Donc toute la journée, le feu n'est pas cessé jusqu'à 17h. Donc vers 17h, ils se sont repliés, ils n'ont pas pu pénétrer. Et ce jour-là, on a eu un blessé, plus 12, un mort, plus 12 blessés. J'étais à Gao ici, au camp 1. Les qui nous ont attaqués, on les a anéantis. Leur renfort, le premier renfort est venu, on les a anéantis. Donc pour moi, il n'y avait plus de danger. À ce groupe armé MNLA, on a vu s'être greffé
En Sardine, quand vous prenez après le massacre d'Adelhoc, quand Yad Adali fait sa déclaration, il y avait des dirigeants du MNLA qui étaient là. Après la chute de Kidal, après la chute de Menaka, après la chute de Gao, après la chute de Tombouctou, c'est le MNLA qui a fait les déclarations. Donc, particulièrement, principalement, c'est le MNLA qui était là, en face, en première ligne, appuyé par les djihadistes, les terroristes dans Sardine. Pour rendre hommage à ces braves hommes tombés sur les champs d'honneur, un honneur qui consiste à donner au Mali sa liberté et son lustre d'antan, rien n'est de trop. Restons dans la célébration de notre armée, mais nous retournons cette fois dans les années 1960. À cette époque, l'armée faisait ses patrouilles à dos de chameaux dans le désert entre Tombouctou, Arouane et Taoudeni. Près de 400 chameaux prenaient le départ pour des missions de reconnaissance et les hommes avaient pour ration alimentaire du beurre, du lait ou encore un peu de viande. Le sergent-chef de la garde nationale à la retraite, Touami Ould Mohamed Asni, qui vit aujourd'hui à Ber, est un témoin oculaire. Ce dernier est l'un des premiers à avoir monté le drapeau malien à Tombouctou après l'indépendance. L'ancien combattant était devant les militaires de Tombouctou pour témoigner de ce qu'il a vécu pendant ce temps-là. Ces propos sont recueillis par Adama Djimde. À l'époque, on organisait les missions méharistes. C'était organisé par le lieutenant commandant qui commandait la compagnie de méharistes. C'était Aïno Konder. Sous l'ordre du chef de bataillon des Kati, méharistes. Ce sont des militaires qui sont montés sur les méharistes, sur les chameaux, les méharis. Les chameaux, en ce moment, les véhicules ne partent pas en brousse là-bas, ce sont les chameaux. Il y a 300, 400 chameaux pour les méharistes seulement, pour les militaires et les gardes. Nous surveillons toujours le nord de Tombouctou. Il y a d'autres qui surveillent du côté Gao, Timitrine, mais du côté de Tombouctou, Dino Kondé là qui surveille de Tombouctou, Bouchbeha, Arawan, Taoudeni, Traza, Chega. Ça, c'est la dernière place frontière qui est entre nous et la Mauritanie et l'Algérie. Dans l'administration, dans l'armée, quel souvenir vous tirez de tout cela? Le souvenir que, Dieu merci, on a eu notre indépendance. On est libre de forces qu'on a sur nous avant et on travaille notre pays comme tout le monde, chacun travaille son pays. Donc de beaux souvenirs. L'ambition des forces armées du Mali, FAMA, c'est de redevenir le creuset de l'unité nationale, de la cohésion sociale et de la souveraineté du pays et incarner le civisme renaissant. Voilà ce qu'a déclaré le ministre de la Défense et des anciens combattants ce dimanche au cours d'un déjeuner de presse. Ce déjeuner entre dans le cadre des festivités du 20 janvier qui vont voir donc défiler demain 4500 hommes sur le boulevard de l'Indépendance. Écoutons Smeilou Boubeye Maïga au micro de Daouda Sidiki Diarra. Pour sauvegarder l'indépendance du pays, pour restaurer la démocratie, pour restaurer la cohésion sociale, pour aider des pays à trouver un cadre de dialogue national plus adéquat, nous avons été présents. Et de 1960 à maintenant, nous avons envoyé à peu près 2000 hommes, gendarmes, policiers, militaires, dans le cadre des opérations de maintien de la paix. Et à l'extérieur du continent, parce que nous avons été à Haïti, et à l'intérieur du continent, comme je l'ai dit, au Congo, en Angola, au Rwanda, au Burundi, au Darfour, en Sierra Leone, au Libéria, où nous avions perdu même 8 hommes, je me souviens. C'est pour ça que je dis que la symbolique du 20 janvier dépasse le simple cadre national. Et par un juste retour de l'histoire, nous avons nous aussi bénéficié d'une solidarité internationale inédite, parce que l'ensemble de la communauté internationale s'est mobilisée quand il s'est agi pour nous de libérer les régions du Nord. C'est pourquoi
nous avons décidé donc de mettre l'accent sur la cohésion retrouvée des forces armées et la solidarité avec les forces internationales. Et c'est pourquoi nous avons voulu symboliser cette cohésion et la force retrouvée par le pins sur le tournesol, qui a entre autres qualités, comme vous le savez, la caractéristique de se tourner toujours du côté du soleil, c'est-à-dire de toujours rechercher la lumière et de s'élever vers des objectifs et des idéaux plus nobles. Et c'est cela l'ambition aussi des forces armées aujourd'hui, c'est de redevenir le creuset de l'unité nationale, de la cohésion et de la souveraineté du pays, d'incarner le civisme renaissant et d'être l'outil qui garantit à la fois l'unité du territoire, l'indépendance de l'État, l'indépendance et la souveraineté de l'État et la cohésion du pays. Parti de l'indépendance, de la démocratie et de la solidarité, PIDS, et l'Union malienne du Rassemblement démocratique africain, UMRDA, expriment leur fierté à nos forces armées de sécurité pour tous les efforts et les sacrifices consentis, singulièrement pendant les instants sombres de notre histoire. Tout en souhaitant une bonne fête à l'armée nationale, les deux partis remercient la communauté internationale pour sa grande mobilisation en faveur du Mali. À Bamako, le défilé du 20 janvier partira de Dikoroni-Para au terrain de la commune 3. La tribune officielle est dressée sur le boulevard de l'Indépendance. À partir donc de 6 heures demain, la circulation sera perturbée autour du site du boulevard de l'Indépendance. Alors, quelles sont les dispositions prises pour faciliter la circulation au centre-ville? Le commissaire de police, Idrissa Sangaré, commandant adjoint de police de la compagnie de la circulation routière, CCR, répond au micro de Moïse Traoré. En ce qui concerne les usagers qui veulent avoir accès au côté est du lieu du défilé et qui quittent le côté ouest, parce que en quelque sorte l'itinéraire du défilé sépare les deux côtés en deux blocs. Il y a un côté ouest et un côté est. La population du côté ouest, c'est-à-dire les usagers qui quittent Sévénigoro, Bako, Djigoroni, Amdalaï, Lafiabou, et ils ont deux options. Soit ils passent devant la bretelle de la cité administrative en empruntant le premier échangeur pour ensuite passer devant le CCB, Stop and Sup, la brigade fluviale, donc pour avoir accès au côté est. Soit ils bifurquent au niveau de SNJ en empruntant l'ACI en passant par le carrefour de l'éléphant, Pont Richard, si possible la route du Ludo, devant les GMS, le rond-point franco-arabe, donc pour déboucher sur l'échangeur ENA. En ce qui concerne les usagers qui se trouvent du côté est du lieu de défilé, eux, ils peuvent emprunter soit l'échangeur ENA pour se rendre à l'ouest, soit ils passent par gondole, les locaux de l'ancien ministère des Finances, en passant par MSUP, en passant toujours par la bretelle pour déboucher sur le pont FAD. En ce qui concerne les usagers de la rive droite qui veulent se rendre sur la rive gauche en passant par le pont FAD, je dis bien par le pont FAD, eux, à la descente du pont FAD, ils sont obligés de passer sous l'échangeur multiple pour continuer sur le monument Kwame Nkrumah, donc en passant par le monument de l'éléphant toujours pour aller vers le pont Richard ou le pont Diafrana pour déboucher ensuite sur le rond-point franco-arabe. Ça c'est pour les usagers qui quittent le pont FAD de la rive droite pour se rendre sur la rive gauche. Mais en tout cas, pendant cette période, c'est-à-dire qui va durer de 6h jusqu'à midi 13h, le temps nécessaire pour l'exercice de défilé, donc si les usagers peuvent, il est souhaitable qu'ils empruntent ou qu'ils privilègent le pont des Martyrs ou le troisième pont qui se trouve à Sotiba. Maintenant, vous savez quel chemin emprunter. Les autorités maliennes et françaises ont inauguré cet après-midi la stèle en hommage aux militaires morts au Mali dans l'opération Serval. La France immortalise ainsi les militaires tombés sur le champ de l'honneur. La cérémonie d'hommage avec Youssouf Diakité.
Mort pour la France et pour le Mali. Les 7 militaires français tombés pendant l'opération Serval viennent de recevoir les hommages des autorités françaises en compagnie du gouvernement malien, avec l'inauguration de la stèle en leur nom. L'objectif est d'immortaliser ces derniers. Au Mali, ils ont fait honneur aux valeurs de notre pays et à celles qui caractérisent nos armées. En cet instant, je rends hommage à l'engagement du chef de bataillon Damien Boiteux, mort pour la France le 12 janvier 2013, quelques heures après le déclenchement des opérations. Cette partie de France en terre africaine, leurs noms resteront gravés sur ce monument pour que leur sacrifice ne soit pas oublié. En cet instant, je pense à eux, je pense à leurs familles, à leurs amis, à leurs camarades, qui vivent dans le souvenir d'un être cher désormais disparu. Je pense aussi, ne nous oublions pas, leurs camarades blessés qui portent dans leur chair, le temps que dans leur âme, les marques des durs combats qu'ils ont livrés pour la France et pour la souveraineté du Mali désormais retrouvée. L'un des temps forts de la cérémonie a été le dépôt des gerbes de fleurs par les ministres français et maliens de la Défense. La CEDEAO a atteint ses objectifs dans la résolution de la crise malienne à travers la libération du Nord et la tenue d'élections réussies. C'est du moins la conviction de représentants de l'organisation sous-régionale dans notre pays. Chiaka Aboudou Touré était face aux journalistes ce week-end pour faire le bilan de son institution dans le règlement de la crise sécuritaire et institutionnelle au Mali. Nouhom Sissoko. C'est au nom du protocole de prévention, de gestion et de règlement des conflits que la CEDEAO s'est intéressée à la crise que notre pays vient de connaître. Les 15 et 16 février, la CEDEAO a dépêché une première mission ici pour essayer de voir avec l'armée malienne qu'est-ce qui se passe au juste. La mission s'est rendue compte de la gravité de la situation. Les réponses qui ont été données à cette mission nous ont laissé un peu perplexes. D'abord, sur le plan militaire, au sommet, on a fait comprendre au président de la CEDEAO qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter de ce qui se passait au nord. Au plus fort de la crise, la CEDEAO a contribué à la signature de l'accord cadre. Elle est intervenue auprès de la communauté internationale pour combattre les djihadistes et narcotrafiquants. Ce que la CEDEAO a réussi à faire, c'est que le 6 avril, l'État a été rétabli avec la Constitution qui est revenue avec les institutions. Et donc le Mali, en tant qu'État, revivait pour la première fois et pouvait entrer en relation avec le reste du monde. Nous avons été obligés d'aller à la communauté internationale parce que très rapidement, sur la base des informations que nous avons reçues, on savait que si nous utilisons la guerre conventionnelle, ça va être vraiment des conséquences collatérales humaines incalculables. L'organisation a également accompagné notre pays dans la tenue des élections. Pour le conférencier, le Mali a regagné le concert des nations avec des institutions légitimes. Le ministre délégué chargé des affaires religieuses et du culte, en partenariat avec l'ONG Al-Farouk, a offert des vêtements aux orphelins des camps militaires du Mali. Chérif Ousmane Madani Aïdara a de son côté remis une enveloppe symbolique de 1 million de francs CFA au profit de ses enfants. L'activité s'inscrit dans le cadre de ce 20 janvier, fête de l'armée malienne. Voilà donc remise de dons aux orphelins des camps militaires du Mali par le ministre chargé des Affaires religieuses et du culte. Par la même occasion, le shérif Ousmane Madani Aïdara a donc remis 1 million de francs CFA pour ses enfants. Retournons sur le terrain des opérations pour rappeler les frappes de Serval dans le nord du pays qui avaient été suivies par celles du Tchad contre les terroristes. C'était dans le massif des Iforas. Au même moment, l'armée nigérienne progressait vers l'est pour entrer à Gao. La mobilisation de ces troupes étrangères a ainsi ouvert la voie à d'autres forces africaines. Mariam Sagara revient sur ces événements.
Aux côtés des forces maliennes et françaises, les armées africaines, notamment celles du Tchad et du Niger, se sont illustrées dans des nids de djihadistes au nord du pays. Ainsi, le 23 janvier, les combattants tchadiens ont broyé les rescapés des frappes françaises dans les gorges des massifs des Ifouras. Nous, ça nous fait plaisir de venir nettoyer les Moudjahou et enlever les terroristes hors du Mali. Parce que les terroristes n'ont pas de frontières, n'ont pas de pays. Si on les développe au Mali, demain au Niger, après-demain au Tchad, donc ainsi de suite. Donc c'est notre devoir. On a habité le désert, on connaît le combat, et maintenant, peut-être que vous allez chercher des pompiers pour éteindre l'effet au niveau du désert. C'est clair. Les forces nigériennes, quant à elles, elles ont ratissé et traité de leurs frontières jusqu'à Gao. Nous sommes très, très contents aujourd'hui. Nous remercions le grand Dieu de nous avoir permis d'être là pour soutenir nos frères maliens. Parce que Mali, le Niger, c'est la même chose. Donc c'est une fierté. Et nous ferons tout notre possible pour participer, aider. Et je dirais même jusqu'à l'impossible. Nous y arriverons. C'est tout ce que j'ai à dire. Nous y arriverons. Coûte que coûte, nous y arriverons. Après avoir réduit considérablement la menace djihadiste sur le terrain, les autres forces africaines ont pu s'installer pour la protection des personnes et de leurs biens. Il y a eu les Sénégalais qui sont venus, il y a eu des Guinéens qui sont venus, et ainsi de suite. Mais les Tchadiens, ils n'étaient pas avec nous en Gao, en fait. Eux, ils avaient d'autres missions. Ça, c'était au niveau de l'Adrar. Donc, ils ont tracé directement de Menaka, ils sont allés au niveau de l'Adrar et ils ont fait un travail formidable. Les Touaregs, les Tamashek qui étaient avec nous, il y avait des gens qui avaient une connaissance extraordinaire du terrain que les Français ont utilisé. Cette participation africaine répond à la solidarité inter-État en cas d'attaque injustifiée dans le continent. Aujourd'hui, sous l'égide de la MINUSMA, le Mali est du sud au nord assisté par les forces étrangères pour le recouvrement total de notre territoire. Au sein de l'armée nationale du Mali, il existe des soldats musiciens. Leur mission consiste à faire de la musique pour galvaniser les troupes et animer les cérémoniales militaires et civiles. Les éléments en question constituent la fanfare nationale et jouent un rôle important non seulement au sein de l'armée, mais aussi de la nation. À cette veille de la fête de l'armée malienne, l'un de nos reporters culturels, Cheikh Oumar Sangaré, a été naturellement inspiré par la musique de notre armée. Voici son reportage. La fanfare, par définition, est un ensemble de musiciens dont les instruments sont exclusivement des cuivres, accompagnés occasionnellement de percussions. Elle désigne l'orchestre de musique de l'armée. L'histoire de la musique militaire au Mali est intimement liée à celle de l'armée. Quand le colonisateur est rentré, naturellement, les militaires qui servaient dans l'armée française et qui faisaient musique, obligatoirement vont être reversés à leur état. Ces musiciens-là n'avaient pas d'instruments. Ils ont été obligés de confectionner des barriques pour faire des grosses caisses avec des pots tannés en attendant qu'ils aient un instrument. En 1963, il fallait créer la fanfare nationale. Mais c'est venu comment? Il y avait des musiciens ici au Génie. Donc avec la fusion des deux, c'est ce qui a donné la création de la fanfare nationale. Les éléments de la classe 1963, c'est eux qui ont remplacé la musique de la garde amenée ici avec fusionné ici avec la musique, les musiciens de l'armée française qui étaient là au Génie. C'est ainsi que la musique aussi de la garde a été créée spécifiquement pour la garde. L'orchestre de musique des armées est appelé la Nouba lorsque son effectif se situe entre 25 et 50 éléments. Il devient la fanfare au-delà de 50 musiciens. Aujourd'hui, il y a une Nouba pratiquement dans chacune des régions militaires. Les formations de musique les plus grandes en termes d'effectifs et d'équipements sont appelées musique principale. Il s'agit de celles de la garde nationale et du génie militaire. Le tout commandé par un bataillon de musique des armées
créée au début des années 2000. Ces soldats artistes sont les maîtres de la joie et de la tristesse à la fois. La musique militaire est d'une importance capitale au niveau de la nation. Puisque vous n'êtes pas sans savoir que nous faisons les deux. Nous avons les deux missions. Notre première mission, d'abord, c'est le combat. La mission secondaire, c'est d'égayer, n'est-ce pas, la troupe. Quand il y a la joie, on sent tout de suite qu'il y a une fête au niveau national par, n'est-ce pas, les prestations de la musique militaire. Et quand il y a la tristesse, c'est la même chose. Seulement, la différence, c'est entre les sonneries. La fanfare nationale du Mali revisite constamment les terroirs musicaux de chez nous pour se rapprocher davantage de sa cible, la population malienne. Elle interprète l'hymne national et autres titres reflétant la grandeur de notre chère patrie lors des grands événements nationaux. L'hymne national, personne n'est au-dessus de cela. Que tu sois militaire ou pas, une fois que tu entends l'hymne national s'exécuter et que tu es sur les lieux, il faut s'immobiliser. Ce petit temps-là, ça ne fait même pas 5 minutes, au maximum c'est 2 minutes là, pour rendre hommage à son propre État. Voilà le comportement que le Malien doit avoir. La musique militaire n'est pas une musique marchande, mais une musique de devoir destinée surtout à galvaniser la troupe vers l'accomplissement du devoir des soldats. Voilà, et à l'occasion de ce 20 janvier du nouveau dans vos kiosques, l'hebdomadaire Le Guido, voilà, l'hebdomadaire Le Guido consacre donc 24 pages à l'armée nationale, à son héroïsme, sa détermination et sa bravoure. Sur la première page, entre autres images, celle du colonel Kéba Sangaré, commandant militaire à Tombouctou en compagnie de 6 hommes. Et dans ce spécial 20 janvier du Guido, vous trouverez également des articles sur l'historique, la reconquête des régions du Nord, les valeurs sûres de notre armée, entre autres. Le Guido est déjà disponible dans vos kiosques. Bonne lecture à tous. À Diabali, les responsables et les populations échangent sur la réconciliation et le pardon. C'est à la faveur d'un débat communal organisé par le programme d'appui aux collectivités territoriales. Cette rencontre a regroupé les représentants des différents villages de la commune, les associations et ONG qui ont accompagné les populations pendant la crise. Fousseni Samaki. Ce débat communal a permis aux populations, autorités et ONG partenaires de la commune de Diabali de donner des explications sur les causes et les conséquences de la crise sécuritaire et surtout la gestion des dons reçus qui a suscité des incompréhensions à certains niveaux. Ces échanges s'inscrivent dans la recherche d'une compréhension mutuelle, le pardon et la reconstruction de la commune de Diabali. À la population de Diabali de se pardonner, de se donner la main pour un développement durable. C'est ce que nous devons faire maintenant. On n'est plus à l'ère des reproches, nous sommes maintenant à l'ère de la recherche de solutions. La commune fait 40 000 habitants. Donc si vous amenez quelque chose qui ne suit pas toute la population, vraiment il y a des frustrations. Et cette frustration a vraiment amené des mouvements au sein de la population, surtout au niveau des femmes, qui n'ont pas compris le système. C'est pourquoi aujourd'hui on a fait appel à tous les ONG qui ont apporté des dons pour donner l'explication claire autour de ces dons. À travers ce débat, le pacte GIZ vise un développement harmonieux afin de surmonter les difficultés rencontrées par ces populations en 2013. Nous pensons que le processus de développement de Diabali peut redémarrer. Et nous, après ce débat, nous allons en fait élaborer avec l'ensemble de ces acteurs qui sont présents un plan d'action. Dans lequel plan d'action, on va essayer d'appuyer la collectivité à renforcer davantage cette cohésion sociale après cette situation post-crise. Les recommandations et résolutions issues de cette journée devront favoriser l'instauration d'un climat de confiance entre les populations d'une part et d'autre part entre les populations et les autorités pour un développement local autour des projets concrets. À Gao également, l'on échange sur la réconciliation et le pardon. L'ONG Indamali et son partenaire Caritas Allemagne ont organisé un forum de dialogue intercommunautaire. Ce forum a porté sur la réconciliation et la cohésion sociale dans le cercle Dansongo. Aïssata Salioumaïga.
Réussir le retour de la paix, la stabilité et la cohésion sociale entre les différentes communautés pour un développement durable des régions nord du Mali est l'objectif visé par le projet YAFA. C'est pour atteindre cet objectif que l'ONG Enda Mali, en collaboration avec Caritas Allemagne et la BMZ, ont initié des forats de dialogue intercommunautaires sur la question dans le cercle d'Ansongo. Ce cadre d'échange a permis aux participants de dégager un certain nombre de problèmes liés à la sécurité des personnes et de leurs biens, à l'assistance des enfants soldats ou utilisés dans les conflits armés, à l'insertion socio-économique des enfants victimes, au désarmement des groupes armés, entre autres. Il faut travailler au retour de la paix, ce qui signifie en gros qu'il faudrait procéder au désarmement. Pour qu'il y ait paix, il faut que les uns se sentent à l'aise et capables de pouvoir voyager. Pour réduire l'impact de la guerre sur les enfants associés et victimes de la guerre, plusieurs mesures devront être prises. Identifier, écouter et placer en apprentissage des enfants soldats ou autres enfants victimes de guerre âgés de plus de 14 ans dans la formation professionnelle. Fournir une assistance psychosociale et sanitaire aux enfants soldats et autres enfants victimes de guerre dans la zone d'intervention du projet. Pour l'administration, la réconciliation reste un passage obligé pour tous les fils du pays. Le prochain forum sera tenu dans le cercle de Bourem. En 5e région, dans le cadre des activités marquant la première édition du festival Art et Culture de Konna pour la paix, le ministre de la Culture a inauguré le monument Damien Boiteux en hommage aux premiers soldats français tombés sous le champ de l'honneur. Bruno Maïga a également posé la première pierre du musée du soldat portant le nom du président tchadien Idriss Déby Itnou. Reportage de Yacouba Maïga. Ce monument, qui est à la fois culturel et historique, est un signe de reconnaissance à l'officier français Damien Boiteux pour le sacrifice ultime qu'il a consenti en perdant sa vie pour sauver tout un peuple. C'est donc une véritable œuvre d'art d'une architecture inédite qui nous renvoie à l'époque la plus sombre de l'histoire récente du Mali. Nous pouvons clamer haut et fort que les anciens élèves du Soudan français, actuel Mali, seront unanimement d'accord avec les termes de la Marseillaise qui prône. La France est belle, ses destins sont bénis. Vivons pour elle, vivons unis. Hommage a été aussi rendu à notre vaillante armée dont beaucoup de soldats sont tombés à Konna armes en main. Un musée sortira bientôt de terre à la mémoire de l'ensemble de ces héros maliens et étrangers dont le martyre sera immortalisé. Ce musée du soldat sera bâti sur une superficie de 2 hectares et portera le nom du président tchadien Idriss Déby Itnou. C'est une symbolique de taille en cette veille de la célébration du 20 janvier, qui est pour nous la commémoration de la création de l'armée malienne et qui rappelle le départ des derniers soldats français, signe de notre souveraineté acquise. Et quelle autre symbolique que de voir que c'est ces mêmes Français qui sont venus aujourd'hui nous aider à consolider cette souveraineté, à consolider l'intégrité territoriale, à consolider l'unité nationale. Autre symbolique, la course de pirogue qui a mis aux prises le Mali, la MINUSMA, la France et le Tchad. C'était pour célébrer l'union et l'intégration entre le peuple. Sport football CHAN 2014, les Aigles du Mali ont obtenu leur qualification pour les quarts de finale en battant le Mozambique 2-1. C'est la première fois que notre équipe accède à ce niveau de la compétition et nous espérons bien évidemment qu'elle aille jusqu'à la victoire finale. Notez que dans le même groupe A, le Nigeria a éliminé l'Afrique du Sud, pays organisateur, par le score de 3-1. Siragato Sissé nous fait revivre les temps forts de ces deux rencontres. Les aigles locaux du Mali en quart de finale d'un CHAN. C'est une première en 2 participations. Cette cuvée amenée par Djibril Dramé vient de frapper un grand coup en battant le Mozambique 2-1. Malgré la domination des aigles, les Mozambicains trouvent le chemin des filets à la 39e minute.
Josimar Marquez, oublié par la défense, trompe Soumela Diakité. 1-0 pour le Mozambique. Sentant le danger dans leur nid, les Aigles égalisent à la 48e minute par Ibrahima Sidibé sur un service d'Abdullah Sissoko. On gère côté malien. La victoire est acquise finalement dans le temps additionnel. Idrissa Namalako Traoré marque ce pénalty. 2-1 pour le Mali. Ce succès, le deuxième dans ce tournoi, le propulse en quart de finale. Au même moment, le Nigeria de Stephen Keshi domine la tête et des épaules l'Afrique du Sud 3-1. Ejike Uzonu, 22e. Ifeanyi Ede, 32e sur penalty. Et à nouveau, Ejike Uzonu, 64e minute, ont fait très mal aux Sud-Africains. Bernard Parker, 81e minute, sauve l'honneur des Bafana Bafana. Conséquence, l'Afrique du Sud, hôte du tournoi, sort de son champ sans gloire. Le classement définitif donne le Mali premier 7 points, devant le Nigeria 6 points, l'Afrique du Sud 4 points et le Mozambique 0 points. À suivre ce lundi dans le groupe B, les potentiels adversaires du Mali lors des rencontres Burkina Faso-Zimbabwe et Maroc-Ouganda. La grande famille de l'ORTM est en deuil. Elle vient de perdre Gaoussou Koulibaly, qui était en service à l'ORTM Ségou. Il a été accompagné hier samedi à sa dernière demeure par ses parents, amis et collaborateurs. Il repose désormais au cimetière de Sekoukoura, Kandesila. Gaoussou Koulibaly s'en est allé à l'âge de 64 ans, chauffeur de son état à l'ORTM Ségou. Celui que la mort a arraché à l'affection de tous a travaillé à la station régionale jusqu'à sa retraite en 2011, où, en plus de son rôle de chauffeur, s'occupait de la bandothèque et des avis et communiqués. Ses compagnons retiennent de lui un homme rompu à la tâche. C'est l'homme qui tente de tout faire, de tout savoir. Donc, il a eu une culture et l'amour de son métier. Voilà Gaoussou professionnel. Socialement, c'est l'homme également qui, dans la famille, tout comme au lieu de travail, est un homme d'équipe. Après son embauche à l'ORTM, il m'a beaucoup aidé en technique. La collaboration était franche. Il faisait correctement son travail. Gaoussou Koulibaly, qui a été conduit à sa dernière demeure au cimetière de Sekoukoura Bagdadi par ses collègues, amis et connaissances, laisse derrière lui une veuve et plusieurs orphelins inconsolables. Que la terre le soit légère. Amen. À suivre tout à l'heure, question d'actualité qui s'intéresse à la réconciliation nationale, la cohésion sociale et le vivre ensemble dans la région du Garo vu par les jeunes. Un débat dirigé par Moussa Hari Maïga et réalisé à Gao dans le cadre du forum régional de la ville tenu en décembre dernier, organisé par le ministère de la Réconciliation nationale et du développement des régions du Nord. Demain, pour les informations, retrouvez Mohamed Touré à 13h. Mais avant, vous pourrez suivre en direct la retransmission du défilé militaire à partir de 8h30. Demain soir, vous retrouverez Nyanya Aliou Traoré. Merci à vous et bonne suite de programme sur l'ORTM.